Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du Grand Prix d'Autriche. Débrief un peu particulier parce que je suis un peu pris par le temps en ce moment. Et donc, il n'y aura pas d'habillage sur ce débrief. Enfin, d'habillage, vous voyez, où je vous mets les résultats dans chacune des séances importantes et ce genre de choses. Vous retrouvez quand même tout ça dans la description de la vidéo. Vous avez tous les résultats. On va encore faire comme le week-end dernier, mais je trouve que c'est pas mal en termes de rythme. On va pas parler de tous les pilotes, mais il y a la notation de tous les pilotes dans la description. Si vous voulez que je revienne sur un pilote, eh bien on peut en parler dans les commentaires. Et puis voilà, beaucoup de choses à dire. Encore sur ce Grand Prix d'Autriche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Autriche, Red Bull Ring, course qui était intéressante quand même ce week-end, même si je trouve que 3 zones de DRS sur cette piste c'est trop. Et on pourrait en retirer une. Alors, de toute façon, avec le DRS, j'ai jamais été fan du DRS parce que ça a un peu. À un moment, en fait, la F1 s'est cachée derrière le DRS en disant oui, mais vous voyez, il y a toujours des dépassements. Alors que les dépassements avec le DRS, ce ne sont pas des vrais dépassements. Ce qui maintenant fait quand même des tactiques DRS absolument. Enfin, voilà, qui empêchent, je pense, de se bagarrer beaucoup plus. Moi, je trouve qu'il faudrait. Enfin, on nous dit on va arrêter le DRS, sauf que le DRS est encore plus important, le phénomène DRS cette année. Donc, je vois pas comment on fait pour diminuer l'impact du DRS dans les années à venir. Moi, je serais assez surpris de savoir comment la FIA compte agir. Mais pourquoi sur cette piste j'aimerais une zone en moins de DRS? Parce que je trouve que c'est très compliqué de défendre sur le DRS au Red Bull Ring. Il y a vraiment un vrai écart de 20 km/h. Je trouve que c'est beaucoup trop. Je trouve que c'est un problème. Course quand même intéressante, même si c'est pas la course que j'ai préférée depuis le début de l'année. Mais je trouve que voilà, c'est une course qui fait le taf. Le Red Bull Ring, grosse ambiance dans les tribunes. Il y a quand même eu d'énormes débordements ce week-end. Déjà les fumigènes. Alors, je me méfie quand même parce que des fois l'impression entre la caméra et la réalité est parfois différente, notamment au niveau du brouillard. Mais je trouve quand même qu'on a pris le départ avec très peu de visibilité dans certains virages. Je pense qu'au virage au bout de la descente, là, c'était juste infernal, on voyait rien. Que ça a mis beaucoup de temps à se dissiper, 5-6 tours. Je pense qu'on aurait pu réfléchir du moins à peut-être décaler le départ. Peut-être que ça aurait aussi dit aux supporters que vous faites pas n'importe quoi dans les grilles de départ, dans les tribunes d'un Grand Prix. Parce que je rappelle que les fumigènes sont interdits dans un stade de foot. Mais alors par contre, sur un circuit de F1, c'est un peu la fête du slip. Là aussi, ça serait bien parfois qu'on ait une réglementation équivalente entre toutes les disciplines. Parce que là, au rythme où ça va, bientôt dans les tribunes de F1, tu auras des bombes artisanales. Mais bon, alors c'est bien d'avoir de l'ambiance avec les fumigènes, mais là, il y avait un vrai problème de visibilité au départ avec les fumigènes orange. Alors les pilotes, je crois, ne s'en sont pas trop plaints, donc c'est pour ça que je me dis bon, faut quand même se méfier avec la réalité, mais même d'un point de vue caméra, on voyait pas grand chose sur les 4-5 premiers tours à certains virages, c'était pas l'idéal pour regarder la course. On a aussi eu des débordements parce qu'il semblerait qu'il y ait eu des insultes au niveau du Red Bull Ring envers des supporters d'autres personnes que Verstappen notamment, mais aussi eu des comportements inappropriés envers les femmes. Et ça, c'est beaucoup plus grave, je trouve. Ça nous rappelle quand même que oui, la F1 est un sport qui a encore des problèmes de ce côté-là. Je le vois avec certaines. Par exemple, j'ai critiqué plusieurs fois Anna F1. Anna, je ne sais plus comment elle s'appelle sur Twitter, je vous en avais parlé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les filles qui parlent de Formule 1, je suis dans les commentaires, vous regardez très vite, il y a ah, mais de toute façon, tu n'y connais rien parce que tu es une fille, ce genre de choses. Je trouve quand même qu'on pourrait un petit peu évoluer. Moi, quand je l'ai critiqué sur des vrais arguments. Voilà, sur du fond. Quand on critique quelqu'un, on le critique sur du fond.
critique pas juste parce que son sexe est différent du tien. Voilà, ça serait pas mal d'y réfléchir, et des comportements inappropriés, ça c'est absolument inacceptable. Mais j'ai l'impression que l'organisation de ce Grand Prix a quand même été borderline entre le problème avec Carlos Sainz, il semblerait, avec des postes de commissaires de piste qui n'étaient pas correctement équipés, et surtout avec des gens qui n'étaient pas assez nombreux, avec aussi voilà, des personnel de sécurité donc, qui n'étaient pas assez nombreux pour ce genre de choses. Tu rajoutes à ça les fumigènes. Voilà, ça n'a pas été le Grand Prix de l'année en termes d'organisation, ça c'est clair et net. Au niveau du sprint, est-ce que c'était une bonne idée de faire une course sprint au Red Bull Ring? Je ne crois pas. Non, je crois que c'est une erreur. La course sprint, ça doit être sur des circuits où on a des grosses possibilités de dépassement pour éviter qu'il y ait un train-train. Parce que je rappelle, n'ayant pas d'arrêt au stand, il faut qu'on puisse dépasser facilement. Le Red Bull Ring, quand tu dépasses, tu prends souvent un risque. Parce qu'il n'y a pas une énorme largeur de piste non plus. Et qu'il faut soit se lancer de loin, ce qu'a fait Charles Leclerc, mais quand tu te lances de loin, comme ce qu'a fait Charles Leclerc, il faut que le pilote aussi de l'autre côté soit intelligent. Ce qui n'est pas toujours le cas en Formule 1, surtout les pilotes du plateau. Et ce qui fait que c'est compliqué, quoi. Et puis il faut oser se lancer également en dépassement. Donc c'est ça qui rend la tâche difficile. Donc faire une course sprint sur un circuit où c'est compliqué de dépasser, je vois pas le concept. Encore une fois, j'ai dit, par exemple, Monza, c'est intéressant. Par exemple, l'année dernière, à Silverstone, ça avait été intéressant. Là, au Red Bull Ring, le samedi, on s'est un petit peu ennuyé ferme. Moi, en plus, pas de peau, j'ai regardé la course très tardivement. La course de samedi, mais je me suis fait chier, très clairement. Et les courses sprint, ça doit être sur des circuits où il peut y avoir du spectacle déjà naturellement. Parce que tu fais deux fois deux courses. Tu fais deux fois deux courses, donc c'est compliqué. Et par exemple, à Sao Paulo, c'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a des grosses possibilités de pluie. À Monza, parce qu'il y a des possibilités de dépassement. On pourrait le faire à Spa, parce qu'on sait qu'il y a des possibilités de pluie, des possibilités de dépassement. À Bahreïn, parce que tu peux dépasser dans beaucoup d'endroits. Il y a des circuits où, quand tu as une zone de dépassement ou deux zones de dépassement, je vois pas vraiment l'intérêt de faire une course sprint, notamment à Imola. Moi, je l'avais dit, l'intérêt était compliqué. Là encore, pour moi, c'est un raté sur la course sprint. Il aurait fallu le faire sur d'autres pistes. Je passe à la note du Grand Prix. 13 sur 20. Là, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un Grand Prix qui fait le taf, mais pas plus. Le dimanche a été plus sympa que le samedi. C'est vrai que le dimanche, il y a eu des belles bagarres, notamment, je pense à la bagarre Alonso, Zhou. Il y avait Norris également dans l'affaire. Cette bagarre à 5, je ne sais plus qui avait d'autres comme Larron à ce moment-là. Dans cette bagarre, ça a été sympa. Même la bagarre Hamilton avec le dépassement Hamilton Ocon. La bagarre Verstappen-Leclerc a été très intéressante. Voilà, il y a eu quand même des bagarres pendant la course. Mais le samedi, on s'est ennuyé ferme. Et puis, ouais, même si la course a été bien à certains moments, à d'autres, c'était un peu plus le train-train quotidien, on va dire. Donc c'est pour ça que je mets un 13. C'est pas un mauvais Grand Prix, mais voilà, un petit train-train quotidien. Donc parfois, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. Moi, j'ai regardé la course avec Canal+. Il semblerait que en Belgique et sur l'application F1 TV, il y a eu un énorme problème avec Lionel Froissart. Oh là là, quelle surprise! C'est un peu comme Nelson Piquet, quoi. Lionel Froissart, le journaliste, c'est déjà un concept. Je rappelle que monsieur était le meilleur ami d'Ayrton Senna. Surtout, je pense qu'Ayrton Senna s'en servait pour avoir un personnage qui puisse critiquer Prost en France, et qui servait quand même beaucoup Lionel Froissart pour ça. J'ai jamais été un fan de Lionel Froissart, mais moi je le dis sans être insultant. Voilà, je le dis avec du fond. Moi je trouve que Lionel Froissart, pour moi, j'ai jamais trouvé que son analyse était exceptionnelle quand j'ai entendu commenter. Les quelques fois que j'ai entendu commenter, j'ai jamais trouvé incroyable.
Je pense qu'il aurait bien voulu avoir la place de Julien Febvre à l'époque de la Formule 1 sur Canal, mais qu'il n'a jamais réussi à la récupérer. Et là, donc, il dit que Stroll était un autiste. Voilà. Ce qui est... alors déjà, ce qui est de la diffamation envers Stroll d'un côté, parce que je ne crois pas que Stroll ait dit un jour qu'il était autiste, donc ça veut dire balancer quand même des accusations en l'air. Et puis deuxièmement, c'est voilà, c'est faire preuve, c'est insultant envers tous les autistes, voilà, d'avoir ce type de comportement-là. Je trouve également inadmissible que Gaëtan Vigneron n'ait pas dit à ce moment-là, tu ne peux pas dire ça. Il a juste dit vous y allez fort, c'est pas vous y allez fort, c'est non, tu ne dis pas ça. Tu ne dis pas ça d'un pilote de F1 ou même de n'importe qui, de toute manière. Tu ne dis pas ça. C'est incroyable qu'en 2022, il y a encore des mecs qui pensent que autiste est une insulte, quand même. Mais le fait de l'utiliser comme une insulte, c'est-à-dire de comparer grosso modo Stroll à un débile, ça veut dire que tu considères que les autistes sont des débiles. Je trouve ça exceptionnel et que j'espère que la RTBF agira parce qu'il semblerait qu'il y ait déjà eu un problème du côté de Monaco avec Serena Williams, des propos désobligeants de la part de Marc Duez. Alors il va y avoir encore les gens qui vont dire on peut plus rien dire. Non, il y a un moment, ça c'était déjà pas possible il y a 40 ans. Qu'on ait laissé passer ça il y a 40 ans, c'est parce que c'était pas normal et que c'est bien que de temps en temps on retrouve de la normalité sur certains aspects. Moi, il faut dire que c'est tellement un truc grave que la RTBF a déjà réagi, mais j'espère qu'il y aura des sanctions et que du côté de la F1, on ne peut plus regarder le Grand Prix en français sur l'application F1, parce que savoir c'est Gaëtan Vigneron, c'est les commentaires de la RTBF, on ne peut plus regarder la course. Mais j'espère aussi qu'il y aura des sanctions envers Gaëtan Vigneron, parce que je trouve qu'il n'a pas bien réagi à ce moment-là. Et déjà avec Serena Williams, il aurait dû mieux réagir, donc ça fait quand même 2 fois en très peu de temps. C'est dommage, parce que du côté du cyclisme, je crois que c'est pas mal du côté des commentaires de la RTBF. C'est dommage que ça soit pas Pierre Van Vliet qui commente du côté de la RTBF. Ah, j'adorais Pierre Van Vliet du côté de TF1. J'en ai pas vu beaucoup des courses avec Pierre Van Vliet, mais je trouvais que Pierre Van Vliet faisait du bon boulot à l'époque sur TF1 avant qu'il soit viré par Jean Todt. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Pierre Gasly. Du côté de Pierre Gasly, j'ai mis 6 sur 20. Vous allez me dire, t'es très méchant avec Pierre Gasly. Oui, c'est vrai. Je suis très méchant avec Pierre. Je trouve que... Bon, déjà, il n'y avait pas beaucoup de rythme. Après, l'AlphaTauri, elle n'a pas évolué quasiment depuis le début de saison. Je crois que le seul pack d'évolution qu'ils ont apporté, c'était du côté d'Imola. Je crois que depuis Imola, ils n'ont quasiment pas fait évoluer la voiture. Ce qui est quand même assez extraordinaire, parce que je rappelle, c'est quand même une équipe qui est quand même soutenue un petit peu par Red Bull. Voilà, ne pas faire évoluer autant la voiture. On pourrait presque croire que la soufflerie d'AlphaTauri sert presque à Red Bull. C'est quand même exceptionnel d'avoir aussi peu d'évolution sur la voiture. Forcément, si tu fais pas évoluer ta voiture pendant 6 mois, tu ne vas pas être performant 6 mois après. Même si tu as la meilleure voiture du monde, en Formule 1, il faut faire évoluer son matériel. Du côté d'AlphaTauri, on n'a pas d'évolution, mais je trouve que Pierre, ce week-end, on a totalement eu le pilote fébrile, le pilote pas en confiance et le pilote qui fait des erreurs, notamment avec Vettel. Pour moi, c'est lui le responsable. Ça a été considéré comme ça par la commission de course. Après, de là, mettre 5 secondes. Bon, ils ont mis 5 secondes pour Russell pour la même chose. On aurait pu mettre un drapeau noir et blanc avant de mettre les 5 secondes. Voilà, ça aurait peut-être été un peu plus intelligent, surtout dans le cas de Russell. On aurait pu mettre directement un drapeau noir et blanc, et puis ensuite c'était à 5 secondes ou 10 secondes s'il dépassait les limites de la piste. Voilà. Encore une fois, la hiérarchie des sanctions devrait être plus claire du côté de la F1. Et puis après, tout le Grand Prix a été compliqué pour Pierre, un manque de rythme, un départ raté, un départ aussi il a fait prendre des risques, notamment Hamilton en course sprint. Voilà, il y a eu beaucoup trop d'erreurs ce week-end de la part de Pierre Gasly. Bon, malgré tout ça, il finit quand même devant son équipier. C'est dire le niveau de course et le niveau de rythme qu'a eu son équipier. Mais avec Pierre, on ne peut pas se contenter aujourd'hui de ce niveau de performance. C'est un pilote qui veut montrer ce qu'il sait faire. Il a 1 an pour le montrer.
il a un moment pour montrer à McLaren, pour montrer à Aston Martin, pour montrer à Alpine aussi, pourquoi pas, pour montrer à Mercedes, à Ferrari, enfin pour montrer à un gros team qu'il a l'étoffe pour être un pilote dans ces équipes-là. Ce week-end, c'était pas le cas. Ce week-end, il n'avait pas l'étoffe d'un grand pilote. Il n'a pas eu le comportement d'un gros pilote. C'est pour ça que je mets 6 sur 20, parce que j'ai des attentes avec Pierre Gasly qui ne sont pas les mêmes qu'avec d'autres pilotes. Et très clairement, il a été très en deçà de mes attentes ce week-end. Je poursuis avec Esteban Ocon. Là, c'est un peu tout l'inverse. C'était Esteban Ocon, week-end très solide avec l'Alpine. Alors, il a eu du cul quand même en course sprint. La pompe à essence est déconnectée en toute fin de course. Donc, il a pu passer la ligne d'arrivée. Et il s'est arrêté lors de son tour de décélération. Donc, ça, c'est déjà un peu de la chance. Parce que Fernando Alonso, lui, n'a pas eu cette chance-là. Il a un peu plus de chance que Fernando Alonso sur les problèmes mécaniques pour le moment. Esteban Ocon. Mais week-end solide parce que il se retrouve très haut. Il fait une bonne qualif, une bonne course sprint, une bonne course longue. Le week-end est totalement rempli pour Pierre Gasly. Et vraiment, voilà, 5e des qualifs le vendredi, 6e de la course sprint avec Perez qui était remonté, 5e de la course normale derrière les deux Mercedes. Pour moi, c'est un week-end très solide de la part du Français. Il finit dans le même tour que le leader, ce qui est quand même pas négligeable aussi, parce que en Autriche, le tour ne fait qu'une minute. 10 à peu près, donc finir dans le tour du leader, ça montre aussi que du côté de chez Alpine, on avait du rythme ce week-end, et vraiment une très bonne course de la part d'Esteban, qui montre que c'est un pilote solide, que c'est un pilote fiable. Pourquoi je mets pas plus que 15 ? Il me manque une chouïa de rythme du côté de Pierre Gasly. J'aimerais encore un petit peu plus de rythme peut-être du côté de de Esteban Ocon, pardon, et de son Alpine. Mais voilà, c'est un week-end très solide. 15 sur 20, c'est une très bonne note. Le pilote a vraiment été très bon. Il est en confiance dans sa voiture. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Quand on a des week-ends comme ça, c'est vraiment l'idéal. Pour un pilote de Formule 1, c'est un très bon week-end. Voilà, c'est un très bon week-end pour Esteban. Et ce sont des gros points également. Et au championnat, il est bien. Au championnat, il est pour le moment 8e, je crois. Voilà, devant Bottas, il est pas très loin de Lando Norris. Donc, et puis en ce moment, voilà, les résultats sont bons. Vraiment pour Esteban. Donc, voilà, il a fait une 6e place déjà au Canada, la 5e. Solide le français pour le moment, et ce sont des gros points également pour Alpine qui est bien au classement constructeur. Je poursuis avec tout de suite les coureurs au top. Du côté des coureurs au top, je commence avec Leclerc. Alors je vais pas parler de Verstappen, bien entendu. Verstappen a fait un bon week-end. Je lui ai mis 17. Verstappen, j'ai mis un petit point de moins que Leclerc. C'est la victoire. Mais c'est un week-end encore très solide de Verstappen, qui a été très intelligent également dans sa bagarre avec Leclerc. On voit qu'il est déjà en mode, je pense, je calcule un petit peu pour le championnat. Donc il s'en est très bien sorti. Pourquoi Charles Leclerc ? Parce que cette victoire va faire beaucoup de bien à Charles. Parce que ça n'a pas été une victoire facile, déjà, parce qu'ils sont tombés sur un bon Verstappen. Ils n'ont peut-être pas été les plus incroyables en termes de stratégie. C'est vrai qu'ils n'ont pas pris énormément de risques en termes de stratégie. Et pourtant, je pense que c'était une piste où on pouvait tenter des choses. Eux, ils ont décidé d'être plutôt safe et secure en termes de stratégie. Mais surtout, du côté de Charles Leclerc, moi j'ai aimé le week-end. C'est un pilote qui se bat. Ça, il n'y a pas à dire. Et c'est fort de faire ça. Ça va l'enlever de sa spirale négative. C'est vrai que ça faisait depuis quelques courses que ça n'allait pas du tout, depuis Barcelone, quand même, où ils avaient perdu beaucoup de points chez Ferrari. Et là, ça va faire du bien pour Charles Leclerc. Son équipier a abandonné. Il a fini à chaque fois devant son équipier en qualif sprint et en qualif normal. Ça a aussi son importance. Voilà, pour Charles Leclerc. Et puis on a senti un week-end bien
une bonne stratégie pour aborder le week-end du côté de chez Ferrari. C'est-à-dire on privilégie le dimanche au samedi, on privilégie là où on peut marquer le plus de points, et on voit que ça a marché pour Charles Leclerc. Puis vraiment une course solide de la part du pilote monégasque. Donc bravo Charles, il a fait du bon job et il a montré que ça reste un top pilote. Hamilton, 15 sur 20. Week-end, j'ai mis la même note que Ocon parce que week-end solide de la part de Hamilton. Course surtout le dimanche qui a été solide. C'est vrai qu'en quali sprint, ça avait été un peu plus compliqué avec la 8e place. Mais du côté de la voiture d'Hamilton, moi ce que j'ai quand même noté, c'est cette faculté qu'elle avait de ne pas taper dans les pneus. Et ça pourrait avoir son avantage lors du Grand Prix de France, parce que vu les conditions climatiques que nous avons là en ce moment sur la France, peut-être que ça sera encore le cas mi-juillet et même un peu passé mi-juillet du côté du Grand Prix de France, il pourra faire très chaud. C'est aussi intéressant du côté de la Hongrie, qui est quand même un circuit exigeant au niveau des pneus. Pareil en Belgique, Spa est un circuit difficile. Donc ça peut être vraiment un atout pour cette Mercedes. On l'a vu, Hamilton, les pneus étaient nickel. Et pourtant, il avait des médiums. Ils ont fait 10 tours de plus. Mais il avait des pneus nickel, Lewis Hamilton. Alors cette Mercedes n'est pas encore incroyable. Il y a toujours des soucis de compréhension dans cette voiture. Des soucis où parfois cette voiture est très difficilement stable. Voilà, il y a des soucis encore avec la Mercedes, assez clair et net. Notamment Russell, le dimanche, a été pas mal en difficulté. Il s'en sort quand même bien avec la 4e place. Mais du côté de Lewis Hamilton, c'est un bon 15 sur 20. C'est vraiment un Grand Prix solide de la part du pilote britannique, du pilote anglais, même pour être plus précis. Et donc, je pense qu'il est capable de faire encore de très très belles choses, Lewis. Donc, on va voir ce que ça va donner lors des prochaines courses. Mais je pense qu'on est capable peut-être d'aller monter un peu plus haut, surtout si les adversaires ont des problèmes de fiabilité. C'est vrai que chez Mercedes, pour le moment, on a été, en termes de fiabilité, on n'a pas eu beaucoup de soucis, que ça soit moteur. Et voilà, donc la voiture est fiable chez Mercedes. Le souci, c'est qu'elle n'est pas aussi rapide que celle des adversaires, mais parfois la fiabilité, ça peut aider sur certaines pistes. Et puis on ne sait pas, des grands prix un peu foufou. Je me souviens notamment de la Hongrie, pas comme si Esteban Ocon s'y était imposé devant Sébastien Vettel avant son déclassement. Donc voilà, il peut se passer pas mal de choses. Je poursuis avec Schumacher. J'ai mis également 15 sur 20. Il y a un truc qui s'est débloqué dans son cerveau, Mick Schumacher. Voilà, ça s'est débloqué. 2 week-ends d'affilée dans les points. C'est que ça va beaucoup mieux du côté du pilote allemand. Et puis surtout, 2 grands prix devant son équipier, devant Magnussen. Ça y est, il a enfin trouvé un rythme de croisière. Mick Schumacher, qui est désormais 15e du championnat du monde, donc juste derrière Sébastien Vettel. Mais enfin, on voit un peu quelque chose chez Mick Schumacher. On voit en fait un peu pourquoi Ferrari l'a peut-être pris dans son académie de jeune pilote. On attendait quand même Mick Schumacher à ce niveau-là. Et il permet en plus à l'équipe d'avoir son 2e meilleur résultat après la 5e place de Magnussen à Bahreïn. Donc voilà, enfin Schumacher est dans le coup. J'ai bien aimé aussi sa bagarre avec notamment Hamilton. Il s'est bien battu avec le pilote anglais. Donc voilà, c'était un bon Grand Prix du côté de Mick Schumacher. On espère qu'il va rééditer ses performances dès le Grand Prix de France, mais même encore après Mick Schumacher. Mais ça fait du bien de voir enfin le pilote allemand à son top niveau. Voilà, parce que c'est un pilote qui doit montrer ce qu'il sait faire, surtout sur cette 2e partie de saison, et qu'on attendait enfin qu'il commence à se passer des choses. Peut-être aussi qu'on lui a mis un petit coup de pression du côté de chez Haas ou du côté de chez Ferrari pour qu'il montre enfin son niveau de performance. Mais voilà, enfin, on commence à voir que Schumacher a un petit potentiel, parce que je vous avais dit depuis le départ, j'étais assez sceptique avec Mick Schumacher. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 3 bonnets d'âne aujourd'hui. Je commence avec Sergio Pérez. J'ai mis 11 sur 20 Sergio Pérez. Pourquoi un petit peu bonnet d'âne? Parce que pas un grand rythme ce week-end, Sergio Pérez. Ça a été déjà pour moi le premier problème. Il se rate en qualif. Ça aussi. Voilà, il termine 13e en qualification, mais surtout,
Le rythme de course n'a pas été sensationnel, je pense notamment en qualif sprint, mais voilà, ça n'a pas été fou. Et puis, bien entendu, en course, bah là, ça a été compliqué hein, pour le pilote mexicain. Le fond plat à moitié amoché, vraiment pété quasiment à 50%. Forcément, il y avait de l'air qui passait sous le fond plat, donc l'effet de sol marchait beaucoup moins pour Sergio Perez. Mais pourquoi je mets surtout un 11 sur 20 parce que je trouve que le début de week-end, voilà, où Perez a été en difficulté sur cette piste, c'est pas la première fois qu'il est en difficulté hein. Sur le Red Bull Ring, c'est pas sa piste fétiche à Sergio Perez. C'est vrai que bah, ça fait 2 courses, je dirais, où la série de Sergio Perez, de très bons résultats. Enfin, sur les 3 dernières courses, voilà, il y a quand même 2 abandons. Il a été très bon en Grande-Bretagne. Mais voilà, on aurait pu s'attendre un petit peu mieux. Et encore en Grande-Bretagne, il avait surtout été bon le dimanche. Sergio Perez, là c'est vrai que voilà, ça fait 2 courses où il y a de nouveau un écart de performance avec Verstappen, je trouve. Donc ça serait bien de retrouver sa marche en avant. Et puis forcément, là, ça fait des points de perdu par rapport à Verstappen au niveau du championnat pilote. Et il repasse derrière Charles Leclerc également. Hein, donc c'est important de le signaler. J'ai mis Lance Stroll. Mais en fait, j'aurais plus dû mettre Aston Martin que Lance Stroll. Mais en fait, je m'étais dit, c'est à ce moment-là que je vais parler du coup de l'autisme de Lionel Froissart. Euh, la saison est dure quand même hein, pour Aston Martin. Là, il finit 13e, il finit derrière. Enfin, il avait moins de rythme que Vettel. Mais Vettel, c'était pas foufou, quoi. C'était déjà pas foufou. La voiture n'est pas bonne. Ils arrivent même pas à être beaucoup plus rapides que AlphaTauri, qui pourtant n'a pas apporté d'évolution. C'est incroyable parce qu'il y a des moyens chez Aston Martin. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent. On peut dire que les moyens sont un petit peu similaires à Alpine, hein, grosso modo. Donc c'est une équipe qui devrait être plus haut dans la hiérarchie. Ils devraient être devant Alpha et ils sont pas devant Alpha, ils sont derrière. Ils ont du mal même à être devant Williams, alors que pourtant la Williams ce week-end c'était pas non plus exceptionnel. Donc c'est un vrai problème pour moi. Et puis en plus, Albon n'était pas à 100%. Donc c'est là on voit que du côté de cette équipe, il y a Aston Martin cette année, c'est un vrai problème. Très peu de points marqués. Hein. Aston Martin, c'est 18 points seulement de marqués. Meilleur résultat, une 6e place. Et c'est pas suffisant. Hein. C'est clair et net. C'est vrai que Stroll souffre, ça il faut le dire. Face à Vettel, mais même Vettel fait pas une très grande année. Donc de toute manière, c'est pas. Enfin voilà, c'est une saison qui est compliquée en ce moment. Et c'est vrai que Lance Stroll, on aimerait un pilote qui se montre un peu plus par rapport à Vettel. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Puis il a du mal aussi à dynamiter un petit peu cette équipe. C'est-à-dire que Lance Stroll, c'est pas un meneur d'hommes par rapport à Vettel. Il a du mal à générer un esprit de combativité, je pense, dans l'équipe, ce qui pose un problème. Comme quoi, on peut critiquer Stroll sans être désobligeant. Vous devriez en prendre de la graine, monsieur Frassard. Et puis, je termine avec Tsunoda. C'est quand même fou, Tsunoda. Gasly est passé à côté de son week-end. Il a fait comme l'Italie lors du dernier match de l'Euro féminin face à la France. Il passe à côté, bon, ça va. Mais Tsunoda fait un pire résultat malgré le fait que Tsunoda n'a pas tapé un adversaire, n'a pas perdu des pièces mécaniques, n'a pas raté son départ. Il fait moins bien. Enfin voilà, quand il y a un moment de Tsunoda, il va falloir quand même réussir à résoudre cette énigme. Ça fait quand même depuis Monaco qui n'a pas marqué de points, et depuis Monaco, les résultats de Tsunoda 17e, 13e, abandon, 14, 16e. Je sais bien que l'AlphaTauri, elle n'est pas faux folle cette année, mais quand même. Là, il y a un vrai manque de résultats du côté de Tsunoda, et encore une fois, trop dominé par Pierre Gasly. Pourtant, ce week-end, Pierre Gasly, c'était pas top. Et il est pourtant derrière Pierre Gasly encore. Donc, oui, il faut se poser les bonnes questions. Et comme l'AlphaTauri va pas progresser, ça serait peut-être bien que lui, il progresse en termes de pilotage, parce que sinon, ça va être compliqué. On passe rapidement classement pilote et constructeur. Je vous les affiche pas à l'écran pour des questions
là encore de technique. Max Verstappen en tête avec 208 points, donc ça veut dire 38 points d'avance sur Charles Leclerc. Sergio Perez est désormais à 57 points, ça fait beaucoup de Verstappen. On retrouve ensuite Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris. Esteban Ocon est 8e désormais avec 52 points, il grignote sur Lando Norris. On retrouve ensuite Bottas, Fernando Alonso. Pierre Gasly est 13e, juste derrière Daniel Ricciardo, il a perdu une position. Schumacher est 15e et Lance Stroll a marqué 3 points. Et donc Nicolas Latifi est le dernier pilote qui n'a pas marqué de points. Au niveau du classement constructeur, c'est Red Bull qui est en tête devant Ferrari. Il y a 50 points d'écart, 56 points d'écart. Je vais y arriver. On retrouve ensuite Mercedes. McLaren et Alpine sont 4e ex aequo. Ces deux équipes ont 30 points d'avance sur le 6e qui est Alfa Romeo. On retrouve ensuite Haas qui est 7e, qui a désormais de l'avance sur AlphaTauri au niveau de la 7e place. AlphaTauri, ça va pas fort. Et on a ensuite Aston Martin qui a 18 points et Williams qui est toujours bloqué à 3 petites unités. Prochain Grand Prix, le Grand Prix de France. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!